nouveaux traitements donc, contre le cancer peuvent effectivement être qualifiés d'hallucinants. Je pense que vous l'avez tous vu, vous l'avez tous lu. Il faut parfois débourser entre 300 000 et peut-être même 400 000 euros pour un seul patient. Donc comment est-ce que nous allons pouvoir continuer à tenir donc, sur de tels niveaux de dépenses? Est-ce que l'assurance maladie va être obligée de sélectionner donc, les patients qui auront accès à ces traitements innovants et sur quels critères? Donc toutes ces questions vont être débattues par 3 experts que je vous demande d'accueillir. Isabelle Borgé, tout d'abord, donc maître de conférence à l'université, praticien hospitalier dans le service de biostatistique et épidémiologie de l'Institut Gustave-Roussy. Bonjour. Le professeur Guillaume Cartron, qui est hématologue au CHU de Montpellier, chercheur au CNRS. Il dirige la Fédération hospitalo-universitaire de cancérologie de l'Université de Montpellier et depuis 2012, donc, le département d'hématologie clinique du CHU de Montpellier. Et enfin, donc, Michel Joly, qui est docteur en pharmacie, lauréat de la faculté de pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris et aujourd'hui président directeur général du laboratoire Gilead. Et pour animer ces échanges, donc Anne Jean-Blanc, donc, qui est la journaliste santé du Point. Donc Anne, nous allons tout savoir sur l'avenir de ces traitements qui aujourd'hui quand même coûtent très très cher. On va tout savoir, mais d'abord on va planter le décor parce que, il faut le dire, le cancer c'est une maladie difficile mais qui est de mieux en mieux traitée. Il y a de plus en plus de possibilités thérapeutiques et donc avant de parler de tarifs, on en parlera bien sûr, mais on va parler de résultats. Et je commence avec vous, Guillaume Cartron. Le cancer c'est de moins en moins pire, on pourrait dire. Vous nous faites un petit état des lieux ? Alors, le cancer, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous dans notre quotidien parce qu'on a des proches qui sont atteints de ce type de maladie qui touche 380 000 personnes par an en France, qui signifie quand même une population importante de nouveaux cas. Ça reste une maladie dont l'incidence augmente, même si cette augmentation se tasse un petit peu avec le fil du temps. Et aujourd'hui, on a des préoccupations de santé publique qui sont notamment le tabac chez les femmes qui fait augmenter de façon considérable l'apparition de cancer chez les femmes. Le cancer du poumon est presque plus fréquent chez la femme que chez l'homme aujourd'hui. Absolument, de plus en plus. Oui. Donc ça, c'est un vrai souci. La mortalité diminue, et elle diminue d'autant plus, un petit peu plus chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. C'est aussi une discipline qui a vécu depuis 40 ans des révolutions thérapeutiques qui ont d'ailleurs diffusé dans la plupart des autres disciplines. Par exemple, dans ma discipline qui est l'oncohématologie. Donc les maladies du sang, le cancer du sang. Exactement, oui. Les leucémies aiguës, les lymphomes. On a, dès 1980, utilisé le concept de réparation des tissus cellulaires avec les systèmes d'autogreffe. Puis au début des années 90, l'immunothérapie avec la greffe allogénique. Et puis à la fin des greffe allogénique, juste traduction ? Ouais, c'est simplement la greffe du système immunitaire de quelqu'un d'autre pour... Une greffe de moelle d'un donneur. Voilà, du système immunitaire de quelqu'un d'autre pour guérir une maladie cancéreuse. Et c'est un concept très intéressant qui a à la fois initié la greffe d'organes, mais aussi l'immunothérapie, le système immunitaire comme outil thérapeutique. Donc ça, c'est important. Et puis à la fin des années 90, on a vécu d'autres révolutions, notamment avec la conception de médicaments non pas basés sur la paillasse avec des molécules chimiques, mais plus par ordinateur. Et ces médicaments qu'on a appelés ensuite thérapies ciblées ont réellement révolutionné aussi le monde de l'hématologie. Dans le même temps, les anticorps monoclonaux sont apparus, puis aujourd'hui, les CAR T-cells apparaissent. Et donc toutes ces révolutions thérapeutiques, si vous les prenez les unes par rapport les autres, elles ont toutes ensuite diffusé dans d'autres disciplines. Donc la cancérologie, c'est un monde d'innovation. Cette innovation, elle est justifiée par la gravité de la maladie. Et cette innovation, elle a conduit à des progrès thérapeutiques conséquents. Je voudrais juste reprendre quelques exemples. Aujourd'hui, on guérit plus de 90% des leucémies aiguës de l'enfant grâce à l'adaptation de la chimiothérapie. On guérit plus de 90% des leucémies myéloïdes chroniques grâce à ces médicaments qui ont été usinés sur l'ordinateur. On a augmenté la survie de 20% des patients qui ont un lymphome grâce aux anticorps monoclonaux. Et je pense qu'on va en discuter aussi tout à l'heure. On guérit aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, un nombre conséquent de patients qui sont dans des échecs thérapeutiques grâce à cette nouvelle révolution thérapeutique qui fait aujourd'hui l'enjeu de beaucoup de débats, qui sont que nous avons accepté socialement de modifier notre propre code génétique à des fins thérapeutiques. Et cette révolution sociale devient une révolution médicale puisqu'on guérit maintenant
des patients qui ont un lymphome qui avaient une probabilité de guérison de moins de 10% à 50%. Hein. Et cette révolution médicale va s'étendre vraisemblablement à d'autres pathologies cancéreuses, mais aussi peut-être à d'autres pathologies chroniques. Je pense particulièrement aux infections virales. Alors merci pour ce premier tableau. Moi, j'ai l'industriel du médicament en face de moi. Tout ce qui vient d'être dit, vous avez participé. Pour vous, c'est aussi un succès. Racontez-nous un petit peu la place de la recherche et de l'industrie aujourd'hui dans le traitement du cancer. Alors, on est en train de vivre ce que je considérais être une véritable révolution, une 4e révolution finalement dans les laboratoires pharmaceutiques. Vous avez tous connu l'extraction, quelque part. On prenait à la nature, aux plantes, la capacité à tous les créer premiers des médicaments. anticancéreux, c'était des plantes, oui, ou presque. En partie, en tout cas extrait des plantes. On a connu la chimie. Quand vous allez aujourd'hui dans une pharmacie de ville, 95% des médicaments que vous prenez dans la pharmacie sont issus de la chimie. Vous avez mentionné, on va dire, les biotechnologies, essentiellement des anticorps, donc des grosses protéines qui ciblent des récepteurs. Il y a à peu près 25 ans qu'on a apporté énormément dans le domaine de la cancérologie dans un premier temps, mais aujourd'hui, la moitié des médicaments qui sont autorisés viennent de ces biotechnologies. Et on est en train de vivre, pour moi, une 4e révolution qui est autour de la thérapie génique, ici la thérapie cellulaire aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais qui, à mon sens, vise à faire une modification unique et définitive, finalement, réparer, modifier votre ADN, votre matériel génétique, et donc avec un espoir de guérison. Et c'est un modèle totalement différent sur lequel il va falloir travailler, pour lequel il va falloir s'adapter. Alors notre 3e intervenante est une économiste. Moi, je voudrais connaître le prix du cancer aujourd'hui dans les dépenses de santé et le prix des médicaments par rapport aux dépenses globales nécessitées par cette maladie. Tout à fait. Alors peut-être vous me permettez de repartir de la dépense totale, Bien sûr. Combien la France dépense en santé tous les ans. C'est un peu plus de 200 milliards en ce moment. Tous les ans, la France dépense 200 milliards d'euros par an pour... Autant pour les hôpitaux, les médicaments, c'est tout compris. confondu. C'est ce qu'on appelle oui. la consommation de biens, de services et de biens médicaux. Et là-dedans, il y a à peu près plus de 50% qui sont liés aux hospitalisations et 32 milliards qui sont liés aux médicaments. Là, je compte vraiment toute pathologie confondue. Si on divise ça par 67 millions d'habitants en France, ça fait à peu près une dépense de 3 000 euros par habitant et par an en France. C'est un jugement, là, c'est une... C'est lié... Par rapport à nos voisins européens, on est à peu près pareil ? On est à peu près pareil. La France, c'est à peu près 11% de son PIB à la santé. Oui. Clairement, la France a décidé de continuer à investir beaucoup en santé. On est le 5e pays qui investit le plus en santé actuellement. Et non, on est dans les... Enfin, on est plutôt... oui, la France a décidé d'investir encore en santé. Si on va sur l'oncologie actuellement c'est 17 milliards d'euros, donc rapporté aux 200, vous voyez un petit peu moins de 10% des dépenses de santé. C'est pas la pathologie qui coûte le plus cher. La pathologie qui coûte la plus chère actuellement, en tout cas, c'est ce qu'on appelle les hospitalisations ponctuelles, c'est-à-dire tout à chacun, nous demain, qui pouvons être hospitalisés pour un petit problème orthopédique, un petit problème digestif. C'est plus cher que les maladies chroniques. Oui, c'est 30 milliards d'euros par an. L'oncologie, 17 milliards. Et la deuxième pathologie, c'est la psychiatrie, qui est également à 23 milliards. Donc l'oncologie n'est pas actuellement la pathologie qui coûte le plus cher. Et les médicaments à l'intérieur ces 17 milliards, c'est actuellement à peu près 4 milliards d'euros. Donc rapporté aux 200 milliards de tout à l'heure, ça fait à peu près 2% des dépenses de l'assurance maladie. Même si les sommes semblent importantes, et elles le sont, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus grosse part du traitement des dépenses liées au cancer. Non, la plus grosse part, et comme pour toutes les pathologies, c'est un petit peu lié aux hospitalisations, aux chirurgies et à la prise en charge. C'est une pathologie qui demande des traitements qui sont plutôt moyen terme, voire long terme. Ouais. On a vu de plus en plus des patients traités à très long terme grâce à l'avancée technologique et aux bénéfices apportés par ces traitements. Et donc, ce ne sont pas les médicaments qui coûtent le plus cher actuellement. Alors, moi, je voudrais savoir maintenant, Monsieur Cartron, on parle de tous ces nouveaux traitements. Comment ils sont évalués, pardon, j'ai cherché entre vous et évalués. Comment un nouveau médicament peut-il arriver entre vos mains, donc chez les patients ? Alors, je vais essayer de voir un peu brièvement quel est le processus de médicament. Monsieur Joly pourra compléter éventuellement s'il le souhaite.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a une évaluation de chacun des médicaments qui se situe au niveau européen. Et donc, on a une autorisation de mise sur le marché européenne. Et puis, chacun des pays va ensuite décliner cette autorisation de mise sur le marché et donc d'utilisation de façon spécifique. Et en France, on a une agence qui est l'NSM qui va s'occuper de ça via notamment l'HAS et un certain nombre de ces HAS, Haute Autorité de Santé. Haute Autorité de Santé, ouais, vis-à-vis de différentes commissions. Et globalement, ces commissions vont définir deux choses. C'est quel est le service médical rendu, c'est-à-dire est-ce que ce médicament mérite d'être remboursé ou pas. Est-ce qu'il fait mieux que les autres ou pas? Est-ce qu'il mérite d'être remboursé? Oui, d'accord. Et puis ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire quel prix on va fixer. Après, il y a tout un processus de négociation du prix. Avant d'entrer dans le prix, l'expérimentation, les tests, comment ça se passe? C'est des médicaments que vous avez relativement en amont? Juste, donc bien sûr, on a des médicaments qui arrivent dans des essais cliniques, puis c'est au terme de ces essais cliniques qu'ils vont arriver avec une autorisation de mise sur le marché. Peut-être que ce que l'on peut dire, c'est qu'en Europe et en France, on est globalement un peu plus exigeant avant de se lancer dans le remboursement d'un médicament. On est plus exigeant, avec des exigences notamment de gains de survie significatives ou de temps avant une rechute éventuelle significative par rapport aux traitements initiaux. Mais on a aussi, en France, la chance, que d'autres pays nous envient, d'avoir des processus d'utilisation temporaire de médicaments qui nous font pouvoir utiliser des médicaments à haut potentiel d'innovation et d'intérêt thérapeutique pour nos patients beaucoup plus précocement que la plupart des autres pays européens. Et ça, c'est une vraie chance. Aujourd'hui, dans notre service, par exemple, régulièrement, on demande ces autorisations temporaires d'utilisation. Les fameuses ATU qu'on n'entend pas. Exactement, qui nous font utiliser des médicaments plus rapidement que partout ailleurs. Il y a une question, pardon, à laquelle que je voulais vous poser, c'est, on parle de service médical rendu, d'amélioration de service médical rendu. Est-ce qu'on parle de qualité de vie du patient? Parce que gagner quelques temps, c'est bien, mais si c'est pour les vivre très très mal, c'est compliqué. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'on se situe aujourd'hui dans un modèle qui est du gain de survie ou du gain mais on ne se situe pas dans un gain de qualité de vie. Et donc, par exemple, il n'y a pas très très longtemps, le LISAD, qui est un groupe coopérateur qui s'occupe du lymphome, a démontré qu'un traitement qui n'utilisait pas la chimiothérapie faisait aussi bien que de la chimiothérapie. Sauf qu'il le fait aussi bien, c'est-à-dire qu'il ne fait pas mieux. Et face à ça, notre mécanisme de régulation des médicaments et du coût des médicaments ne va pas autoriser l'utilisation de ce médicament dans un cadre législatif correct. Et que donc, nous, praticiens, ne sommes pas autorisés à utiliser ces médicaments qui font aussi bien que les autres, mais avec une meilleure qualité de vie, sans effet secondaire. Et ça, je pense que ça fait partie des impasses administratives actuelles sur lesquelles nous, médecins, on alerte un peu les autorités, de la même manière que ces autorisations de mise sur le marché sont souvent basées sur des études qui sont significatives en taille et en effet, mais qu'on peut retrouver dans d'autres populations de plus petite taille, ces bénéfices thérapeutiques. Sauf que la puissance de nos essais cliniques ne permet pas de le démontrer. On peut donc se retrouver devant des médicaments qui peuvent être utiles pour un patient, mais finalement non remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et à la charge des établissements, et donc potentiellement devant une inégalité d'accès à ces médicaments. Alors, on reviendra sur l'inégalité d'accès. Pour l'instant, je me tourne vers l'économiste que vous êtes. Comment fixe-t-on le prix d'un médicament ? Alors, le prix du médicament est fixé donc, à l'issue des notes rendues par la HAS, donc qui rend en effet le SMR qui est plutôt pour le remboursement et l'ASMR qui compte pour le prix. Il y a aussi une évaluation. Depuis 2013, la HAS a introduit 2 nouvelles évaluations qui sont les évaluations médico-économiques et les analyses d'impact budgétaire. Ce qui veut dire médico-économique? Études médico-économiques, en fait, le principe, c'est de mettre en regard le coût du médicament au regard de son bénéfice et de dire combien ça coûte en plus de mettre sur le marché de nouveaux médicaments par rapport à la quantité de vie gagnée ou la quantité de vie pondérée par la qualité de vie. D'accord. Cette évaluation existait déjà dans d'autres pays européens. La France, on était un petit peu en retard et donc on a un petit peu rattrapé notre retard depuis 5 ans et la HAS a introduit ça dans ses évaluations. Et puis, depuis 2016, elle a également introduit les analyses d'impact budgétaire. Et là, c'est tout simplement de quantifier quel sera le montant de la dépense induit par la mise sur le marché du nouveau médicament
par rapport au scénario quand le médicament n'était pas là. Donc vous voyez à la fois des critères cliniques, comme l'a décrit le professeur Cartron, et également des indicateurs économiques ou médico-économiques. Et donc le laboratoire va rencontrer le comité économique des produits de santé, le CEPS, avec un prix. Et le CEPS va commencer une négociation du prix avec le laboratoire. Et ce prix, la négociation va se baser sur des critères, notamment la SMR, le prix du comparateur, le volume de vente, c'est les 3 principaux critères qui rentrent en jeu dans la négociation. Et la SMR et le prix des comparateurs sont clairement les 2 facteurs qui influencent le plus dans la détermination du prix. Après Michel Joly, je pense qu'il y a des négociations. Alors, vous n'allez pas nous raconter ce qui se passe dans les coulisses, mais vous, en tant qu'industriel du médicament, comment cela, pour vous, la négociation pour avoir le meilleur prix, c'est quoi le meilleur prix pour vous? Alors, le prix qui serait justifié, je dirais, pour tout le monde, c'est pas que pour le laboratoire, c'est pour la collectivité. Pour moi, j'ai une définition assez simple. Il faut que ce soit un prix qui permette l'accès à tous. Je pense que c'est l'élément clé. Il faut que le prix ne soit jamais une barrière à l'accès pour les patients. Et le deuxième, c'est que le prix soit aussi un encouragement à développer la recherche. Il faut comprendre que sur certains domaines thérapeutiques, on a toujours un débat qui nous dit finalement combien vous avez dépensé en recherche, combien ça vous coûte à produire, donc un petit peu comme si le médicament était comme une baguette de pain ou une pizza dont on ferait la somme des ingrédients et on rajouterait une marge. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Juste pour la petite histoire, le système que vient de décrire Isabelle, en fait, il date des années 90. Avant, la France fixait les prix en fait sur le système que je vous ai décrit, c'est-à-dire combien ça va coûter à fabriquer un médicament, à le découvrir, et on va rajouter une marge. À l'époque où la France, je dirais, était un peu un système clos avant l'Europe. Et ce système a été abandonné pour une raison très simple, c'est que finalement, si vous étiez un peu laborieux et un peu long et un peu coûteux pour développer votre médicament, même s'il était mauvais, vous aviez un prix élevé. Ah oui, j'ai passé 10 ans, et bah oui. Alors qu'à l'inverse, si vous étiez très génial et que vous découvriez votre médicament en 30 minutes, je caricature un tout petit peu. Juste là, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Eh bien, vous avez un prix faible. Hein. C'est un peu comme si Picasso, si vous vouliez, il avait fait sa toile après-midi en 30 minutes, il n'a pas de prix sur sa toile. Et moi, si je vous fais quelque chose d'horrible pendant 20 ans, c'est un prix élevé. Ça n'a aucun sens. Vous lancez pas. Non, surtout pas. Donc ça n'a aucun sens. Donc évidemment, on a établi un système de prix que vous avez décrit sur la valeur en fait. Quelle est la valeur pour la collectivité? Donc c'est comme ça qu'on fixe le prix. Et pour que, effectivement, et en France, il faut le souligner, hein, tous les patients ont accès aux médicaments, tous les patients, et c'est gratuit, quel que soit le prix. Donc finalement, le chiffre qu'on trouve sur une boîte de médicaments, qui n'est d'ailleurs souvent pas le vrai prix, ça c'est un autre sujet, est un prix qui est une transaction en fait entre le laboratoire et l'État. C'est des prix qui semblent quand même relativement élevés. Il y a une idée qui circule de temps en temps, on voit dans les publications, ça serait de dire qu'on vous rembourse les médicaments que si les patients, ont guéri, si le traitement a marché. Est-ce que ça, c'est une piste qui vous semble intéressante ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque pour ces médicaments coûteux? Alors ces médicaments, en particulier pour les médicaments, je vais dire qui guérissent. C'est-à-dire, on a eu le cas sur lequel on a été, je dirais, les premiers dans l'hépatite C, c'est-à-dire des médicaments qui, vous avez une maladie chronique, il y avait quand même 3000 morts par an dans l'hépatite C, et avec un comprimé par jour pendant 3 mois, vous guérissez viralement 99% des patients. Guérir viralement, monsieur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous enlevez le virus. D'accord. Voilà. Alors, on espère que les dégâts qu'il a pu faire vont régresser en partie, en tout cas ne vont pas s'aggraver, mais on guérit les patients. Voilà, 100% des patients pratiquement guéris, c'est une révolution. La ministre l'année dernière a dit on va éliminer l'hépatite C en 2025. Oui, parce qu'en plus un patient guéri n'est plus contagieux, donc alors, ça, il n'est plus contagieux, il ne coûte plus rien par maladie, définition. Oui. Hein. C'est-à-dire que je dis souvent en caricaturant, moi en 2025 je connais mon chiffre d'affaires, ça sera 0. C'est l'avantage. Mais si vous voulez, c'est complètement un modèle économique très différent, puisque vous allez traiter une grosse population de patients que vous allez guérir au début. Donc vous avez une bulle, en fait, finalement, au début de chiffre d'affaires ou de coûts pour la collectivité, puis qui ensuite va s'effondrer dans le temps. Donc c'est compliqué pour les gens qui sont au pouvoir, qui ont parfois pas 5 ans ou 10 ans devant eux, d'envisager qu'ils vont pouvoir investir pour une économie demain. Ils payent très cher maintenant et c'est les suivants qui tireront les bénéfices. C'est possible. Politique, ça se passera. Il faut leur poser la question, mais c'est possible. Donc il faut avoir une vision long terme.
Et donc, il faut avoir autre chose que le budget de la sécurité sociale au 31 décembre, qui est le PLFSS actuel. Ça demande véritablement d'avoir une vision. Et donc, pour ces médicaments qui guérissent, pour revenir à votre question, pardon, effectivement, on aimerait bien qu'à la fois ces coûts puissent être étalés dans le temps, ça serait mieux pour tout le monde finalement, et également qu'ils soient indexés aux résultats. C'est-à-dire, effectivement, dans le cas du cancer là, qu'on évoque tout à l'heure, finalement, la survie, même si je comprends bien que ce n'est pas le seul critère qui compte, la qualité de vie c'est important, mais dans des pathologies où les patients n'ont plus aucune alternative en 6 mois de survie, quand même le critère numéro 1 c'est quand même la survie. Et on pourrait très bien indexer le prix sur ça, mais aujourd'hui on peut dire qu'on a une résistance majeure au niveau des autorités. Qu'en pense l'économiste Isabelle? Alors c'est sûr que ce genre de contrat où on met le prix en fonction de bénéfices, et finalement ça fait appel à ce que je disais tout à l'heure, l'évaluation médico-économique, c'est pas complètement ce qu'on fait en France actuellement. On aimerait en voir plus, également un paiement en fonction de bons résultats et finalement un non-paiement en cas de mauvais résultats, ça intéresserait aussi les autorités, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt un peu réfractaires pour l'instant. Elles préfèrent leur prévisibilité à court terme et savoir être sûr qu'on ne dépassera pas l'autorisation de dépenses qui est définie dans la loi. Voilà, peut-être que les mentalités vont changer avec l'arrivée de médicaments aussi innovants et puis des thérapies géniques qui revoient un peu le modèle de... les thérapies géniques, on va administrer un traitement une fois et sans doute que les patients seront guéris, ce qui change complètement la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques. Donc peut-être qu'on va être obligé de changer de dogme aussi sur ça. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à de la médecine plus pure. On parle beaucoup de ces nouveaux traitements, thérapie génique, Carticel et tout ça. Monsieur Cartron, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes relativement simples ces nouveaux traitements, les espoirs qu'ils suscitent, et peut-être dire aussi que ça ne marche pas systématiquement? Donc là, on va dire deux mots des traitements qu'on appelle des CAR-T-cells. Ce mot CAR-T-cell signifiant lymphocytes T modifiés. Les lymphocytes T, c'est une cellule de notre système immunitaire qui est la cellule essentielle de veille, d'organisation du système immunitaire dans un objectif de défense contre la plupart des pathologies, qu'elles soient infectieuses ou cancéreuses. Donc ce lymphocyte T est un acteur essentiel de la défense contre le cancer, et on s'est aperçu que beaucoup de cancers survenaient parce que nos propres défenses immunitaires diminuaient. Et lorsqu'on a réinjecté les systèmes immunitaires de quelqu'un d'autre, on a démontré que c'était bien le cas, puisque lorsqu'on réinjectait un système immunitaire qui fonctionnait, on faisait disparaître la maladie. Donc cette preuve, cette démonstration qu'on a faite il y a plus de 40 ans, a conduit progressivement à privilégier ce qu'on appelle les immunothérapies comme le traitement du cancer. Alors, il y a plusieurs outils d'immunothérapie qu'on peut utiliser. On a beaucoup utilisé depuis 20 ans les anticorps monoclonaux, que beaucoup d'entre nous connaissons et qui est en train de diffuser dans les autres pathologies. Et là, maintenant, on va utiliser directement la cellule qui est la plus importante dans notre système immunitaire, et donc les lymphocytes T, et on va s'épargner des problèmes de compatibilité en utilisant les propres lymphocytes T. Ce lymphocyte T, donc, qui visiblement chez notre patient ne fonctionne pas, on va lui donner deux propriétés essentielles. La première, c'est de reconnaître la cible. Donc le cancer, la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse. Et la deuxième propriété qu'on va lui donner, c'est de s'activer à son contact. Parce qu'en fait, la cellule maligne, elle a la propriété d'inhiber notre propre lymphocyte. Et donc là, on va lui donner un avantage compétitif supplémentaire. Et donc, on collecte les lymphocytes T du patient, qui vont être transduits par le laboratoire industriel. Transduites, monsieur, ça veut dire modifiés d'un point de vue génétique, de façon à avoir ces deux propriétés. Et puis ensuite, on va réinfuser au patient ces lymphocytes T. Aujourd'hui, on s'adresse à deux situations très critiques. Le lymphome diffus à grande cellule B, c'est une maladie des ganglions du lymphocyte. Maladie fréquente? Maladie fréquente, c'est à peu près 12 000 patients par an. Ah oui, quand même. Et les enfants, adultes, pardon. Adultes. Et les leucémies aiguës lymphoblastiques, particulièrement celles de l'enfant. Et ces deux maladies qu'on guérit pourtant bien par de la chimiothérapie ou de l'immunochimiothérapie sont parfois réfractaires à tous les traitements, avec des probabilités de survie à 6 mois très faibles. Et dans ces deux situations, on a démontré qu'injecter les CAR-T-cells nous permettait d'avoir 50% des patients qui étaient vivants 2 ans après. Donc vous voyez qu'on part de moins de 50% des patients qui sont vivants 6 mois après
le statut de réfractaire à plus de 50% des patients qui sont vivants 2 ans après. Donc c'est forcément une révolution thérapeutique pour nous et pour les patients qui sont atteints de cette maladie-là. Et vous pensez que ça pourra être utilisé pour d'autres pathologies, d'autres types de cancers? Alors bien sûr, vu ce succès, il est incontestable qu'aujourd'hui on cherche à de nouvelles cibles, hein, et d'améliorer encore ce principe pour le rendre encore plus efficient et plus pratique à utiliser. Donc on sait que va se tenir au mois de décembre le congrès américain de la Société d'hématologie et on nous annonce déjà des succès dans d'autres pathologies telles que le myélome ou dans d'autres types de lymphome que celui dont on Donc, connaît pour actuellement. l'instant, c'est que pour les cancers dits liquides, entre guillemets. C'est que pour les cancers hématologiques, hein, mais incontestablement, au congrès américain de la Société de cancérologie au mois d'avril, il y avait déjà des essais thérapeutiques dans d'autres maladies malignes qui posent d'autres problématiques qu'il va falloir contourner, mais probablement. Mais Michel Joly, c'est un changement complet pour les industriels du médicament. Vous ne faites plus des pilules, des gélules et des granules? Absolument. C'est une révolution pour vous? C'est une révolution. Par exemple, le médicament en lui-même, finalement c'est une poche avec les lymphocytes modifiés. Il y a le nom du patient dessus. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est pas un comprimé que vous allez chercher sur une étagère. Ce médicament, un lot, on va dire, c'est un patient. On ne peut pas l'administrer à un autre patient. Donc c'est un modèle totalement différent, totalement nouveau, d'un point de vue économique, mais aussi de l'organisation logistique. Ça demande beaucoup de travail, je pense, à tout le monde. Mais on est très heureux quand on a des résultats comme ceux qu'on a. C'est une révolution. Et on espère tous que ça va continuer à se répandre, je dirais, à faire profiter plus de patients. D'abord, effectivement, comme vous l'avez mentionné, dans d'autres cancers du sang. Il y a déjà des tests, effectivement, dans les cancers solides. Et puis, si la technique, parce que finalement, c'est une plateforme technologique, fonctionne, on peut très bien imaginer qu'on arme ces lymphocytes T pour aller attaquer d'autres types de cellules, pourquoi pas dans des maladies neurodégénératives ou dans le sida, par exemple. Vous continuerez quand même à faire des cachets? Alors, oui, c'est une bonne question parce que même si aujourd'hui il y a évidemment beaucoup d'engouement, même si on a eu des thérapies ciblées ou des biotechnologies, il y a toujours de la chimiothérapie aujourd'hui. Hein, ça fonctionne, il ne faut pas oublier quand même. Donc, je pense qu'on sera plus dans des protocoles qui assembleront plusieurs stratégies. Simplement, on rajoute une arme à ces stratégies. La question qui fâche quand même pour finir, c'est que on a le sentiment que ces thérapies nouvelles rapportent beaucoup plus. On entend beaucoup dire qu'il y a un désinvestissement dans certaines pathologies qui ne sont plus assez rentables. Comment vous situez-vous dans le traitement du cancer? Alors, en fait, on investit les maladies pour lesquelles il n'y a pas de besoin thérapeutique. Donc, s'il y a des chimiothérapies qui fonctionnent, vous l'avez évoqué, dans certains types de cancers, il ne faut pas l'oublier. Hein. Très bien, bonne nouvelle. Maintenant, il y a quand même encore plein de patients qui aujourd'hui décèdent. C'est quand même la première cause de mortalité en France. Donc, bien sûr, il faut arriver à développer des nouvelles thérapeutiques. Il faut continuer à faire de la recherche pour ces pathologies-là. C'est là, bien sûr, que le besoin thérapeutique est le plus important. Donc, c'est notre mission, donc on continuera à l'assumer. Isabelle, on en a parlé précédemment, vous disiez quand même qu'il y a une inflation des tarifs des médicaments, même si on a eu beaucoup d'explications très claires et on vous remercie. Vous avez un peu peur pour l'avenir quand même? Alors en fait, ce qui fait peur, c'est pas tellement le prix des médicaments. Alors en effet, on a observé, si on prend l'exemple de la cancérologie, si je caricature, mais il y a quelques années, quand on faisait de la chimio, ça coûtait quelques centaines d'euros par patient. Sont arrivées les thérapies ciblées, on est arrivé à 30-40 000 euros par an et par patient. Les immunothérapies, on est monté vers 100 000 euros par patient. Et puis là, les CAR-T, on atteint 300 000, un peu plus de 300 000 euros par patient. C'est du prix facial, attention. Ce n'est pas prix facial, c'est le prix qui est au journal officiel. Derrière ça, il y a des reversements qui sont faits. Voilà, donc on observe en effet une croissance du prix du médicament, mais en fait, pour l'instant, la croissance des dépenses est nulle. C'est-à-dire que le CEPS fait en sorte Communiqué des produits de santé, comité économique des produits de santé. Oui, le comité qui fixe le prix des médicaments fait en sorte que si des médicaments coûteux arrivent sur le marché, eh bien c'est compensé par d'autres médicaments qui ont des baisses de prix ou qui sont génériqués, qui sont biosimilarisés pour les anticorps monoclonaux ou certains ne font plus l'objet de remboursement, etc. Donc pour l'instant, la croissance des médicaments est exactement égale à 0. Et donc, on arrive à maîtriser la dépense de médicaments pour l'instant. Maintenant, c'est vrai que la population vieillit.
Et le vieillissement de la population va faire qu'on va être aussi plus malade, nous tous, et que la croissance... Non, ici on est toujours jeune. Pardon, Toujours on est jeune ici. indemne. C'est vrai. Et donc la croissance et le vieillissement de la population peuvent inquiéter sur l'augmentation des dépenses. Moi, je voudrais terminer sur une note optimiste avec vous, Monsieur Cartron, c'est que vous nous avez dit quand même qu'on avait beaucoup de chance d'être en France, et je crois qu'il faut le dire parce que même s'il y a des inégalités de temps en temps à l'accès aux médicaments, aux traitements, voilà, dans les grandes villes, et loin, enfin bon, mais globalement, les gens qui ont besoin sont traités actuellement quand même. Oui. D'abord, une société en bonne santé, c'est une société performante d'un point de vue économique. D'accord ? Donc l'investissement que l'on fait pour la santé, c'est quelque chose qui est utile à notre pays et à notre économie. Je voudrais vous donner 2 exemples. Une de nos patientes qu'on a traitée par Carticel il y a plusieurs mois est en réponse complète, a passé son bac et rentre à l'université. C'est donc pour notre société un investissement utile. Elle va faire des études supérieures et rendre service à tous nos concitoyens. Un autre, qui a été traité aussi il y a plusieurs mois, est médecin. Il est médecin urgentiste. L'autre jour, je l'ai eu par mail, il m'a dit qu'il envisageait de reprendre aux urgences. Il n'est pas trop fatigué pour être aux urgences parce que c'est dur. Vous ne croyez pas que c'est utile aujourd'hui qu'il le soit ? Ça, c'est sûr. D'accord. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est que notre société investisse dans notre santé est quelque chose de tout à fait louable. Et donc, il faut simplement mesurer cet investissement, mais je pense que c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que nous tous qui sommes ici avons un accès à tous les médicaments disponibles. Et on ne paye pas les médicaments. Et aujourd'hui, vous avez vu, j'espère qu'on vous a démontré que le prix des traitements anticancéreux, c'est 2% du budget de la caisse de l'assurance maladie. 2%. Ça veut dire que 98% des choses sont sans doute des choses où nous, citoyens ou acteurs de la santé, pouvons jouer ou y faire quelque chose. Et tout à l'heure, vous aviez quelque chose sur la nutrition. Si vous vous vaccinez, si vous vous nourrissez correctement, si vous faites du sport, si vous mettez en place des mesures de dépistage... Jeanne Calment n'a qu'à bien se tenir. Exactement. C'est les mesures les plus efficaces pour avoir une santé bonne le plus longtemps possible. Donc, première chose, notre société est construite de manière à nous permettre d'avoir accès aux soins. Deuxième point, il faut absolument la préserver pour nos enfants, nos petits-enfants, et laisser ce bien commun et le transmettre. Et pour ça, je pense que c'est avant tout nous, citoyens, acteurs de santé, qui en sommes les seuls responsables et en grande partie. Donc, c'est notre petit geste quotidien que l'on fait pour notre santé, où on s'interroge sur le bien fondé d'une certaine consommation médicamenteuse ou médicale. Nous, soignants, est-ce qu'on fait les bons choix thérapeutiques ? Est-ce qu'on a besoin de refaire les examens ? C'est tout ce questionnement-là qui sera beaucoup plus productif et qui permettra de transmettre un système de santé à nos enfants. Merci. Je pense qu'Hélène, on va passer aux questions. Absolument. Je voudrais juste faire une petite mise en garde avant les questions. C'est qu'il n'y a pas de consultation médicale en direct. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout. Je et des redonne questions la main à Hélène. courtes Voilà, aussi, merci. s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'ORL dans la salle non plus, merci. Alors voilà, n'hésitez pas à lever la main, vous signalez au niveau de nos hôtesses. Alors, qui pose la première question ? Monsieur, ici au 3e rang, s'il vous plaît. On vous écoute. On ne vous entend pas, monsieur. Merci. Avec les 200 milliards investis dans la santé en France par an, quel pourcentage est pour les gens âgés, plus que 60 ans? Est-ce qu'on a les chiffres ? Je ne pense pas qu'on connaisse ce chiffre. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Vous avez une idée d'un ordre de grandeur ou ce n'est pas étudié? Il y a pas Je pense que ce n'est pas du tout étudié. Ce n'est pas la logique de notre système de santé qui veut que le système de santé est équitable pour tous, quel que soit l'âge des patients. Mais en tout cas, je suis désolée, je ne connais pas ce chiffre exactement. Merci. Alors, nous avons une question, madame, au 3e rang devant moi, s'il vous plaît.
Oui, bonjour à tous. En fait, c'est une question pour Monsieur Joly, président, directeur général de Gilead France. Je voulais savoir si, comme la production des médicaments est aux États-Unis, le siège mère est aux États-Unis, est-ce qu'il y a des risques de surtaxe avec le président actuel? Merci, Monsieur Joly. Le surtaxe des prix des médicaments, vous voulez dire en France? Non, ça n'a rien à voir en fait, parce que le prix il est fixé avec les autorités françaises. Et donc c'est, je dirais, plus un circuit de production qui ne joue pas en fait. Le coût même de production, même s'il est très élevé, ne joue pas dans la fixation du prix. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le prix il est fixé sur la valeur du médicament, quel que soit le coût de production. Je dirais, si c'est très élevé, bah, tant pis pour nous. Si c'est très bas, tant mieux pour nous. Mais ça ne joue pas. Et puis simplement pour peut-être compléter, effectivement, les médicaments aujourd'hui, les Carticel sont produits aux États-Unis, c'est-à-dire que bah, quand on prend un patient, on lui extrait ses lymphocytes T et qu'on doit les envoyer à Los Angeles pour les transformer, les ramener à l'hôpital, on est en train de construire un site de fabrication en Europe qui va être opérationnel en mars pour éviter d'avoir ce voyage à faire et concrètement aussi réduire le temps de production puisque des patients sont gravement atteints et que gagner une semaine dans le temps de production, ça peut être très important dans l'avenir et le pronostic de la maladie. Merci beaucoup. On a une question, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le nouveau traitement des Carticel avait les effets secondaires comme la chimiothérapie. C'est une bonne question. Le premier... En fait, je suis dans le médical aussi et je vois qu'il y a beaucoup de soucis avec la chimiothérapie pour les effets secondaires. Bien sûr, la chimiothérapie pose des soucis d'effets secondaires à court, moyen et à long terme. Avant d'injecter les lymphocytes qu'on a modifiés, nous avons montré qu'il fallait faire disparaître une population des lymphocytes de notre corps pour leur laisser une place. Et effectivement, juste avant, on va administrer pendant 3 jours une chimiothérapie qui va avoir pour objectif de détruire certains lymphocytes de notre corps de manière à ce qu'ils puissent accepter ces lymphocytes. Cette chimiothérapie est une chimiothérapie qui est administrée sur 3 jours, qui entraîne peu d'effets secondaires immédiats, mais qui peuvent se conjuguer avec les effets liés aux Carticel eux-mêmes. Et ces effets secondaires liés aux Carticel sont liés à la réaction immunitaire, c'est-à-dire que ce lymphocyte T, on lui a tellement appris à reconnaître la cible et il est tellement fort que parfois, il peut induire des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont relativement précoces après l'injection, peuvent être suffisamment sérieux pour que ce type de thérapeutique ne soit administré que dans des centres spécialisés, avec un suivi extrêmement rigoureux, avec un accès à un plateau technique suffisant qui permet aujourd'hui de réduire et de contrôler ces effets secondaires. Les conséquences pour le patient, c'est notamment d'être à proximité de notre centre pendant 1 mois, à peu près, et puis ensuite d'être revu régulièrement chez nous, à 3 mois, 6 mois, puis tous les 6 mois. Donc on a une phase aiguë, on va dire, après l'injection, de quelques jours, globalement les 10 premiers jours, puis ensuite les choses sont plus tranquilles. Par rapport à la chimiothérapie, on n'a pas les effets secondaires, notamment sur les cheveux, notamment sur la bouche, sur les muqueuses, sur la peau et sur les troubles digestifs. Donc c'est des effets secondaires qui sont différents, qui sont liés à l'activation du système immunitaire et pour vous donner une image, qui se manifeste essentiellement comme une grosse infection avec de la fièvre, possiblement une baisse de la tension et possiblement des assistances à certains organes qu'on doit mettre en place. À côté de ça, on a une activation très particulière au niveau neurologique, avec parfois des troubles neurologiques qu'on doit surveiller et qui sont à ce jour tous résolutifs spontanément. Merci. Merci. Je pense qu'on a une question, une demande de prise de parole face à vous. On vous écoute. Bonjour, je m'excuse de vous déranger. C'est de la part de Madame Di Pascal, Bernadette. J'interromps Monsieur Joly, si je ne me trompe pas de nom. C'est ça. Vous aviez parlé à peine de l'hépatite C. Est-ce que vous êtes au courant, je présume, et ça concernera toutes les gens qui sont là, jusqu'au 16 décembre, on a la possibilité de se faire dépister pour l'hépatite C. Bravo sans ordonnance, rien du tout. Merci. Pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes qui s'en prennent trop tard, quoi, en somme. Merci pour le message. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein. Merci madame. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ?
Oui, on vous écoute. Bonjour. Juste une toute petite question. Je voulais savoir comment on pouvait Dans le booster, micro, s'il vous plaît, C'est parlez bon. dans le micro. oui, booster une immunité. Je veux dire, quand on a une immunité un petit peu défaillante, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, dans la vie En de termes tous les jours. d'innovation pour booster une immunité, Une immunité c'est défaillante. quoi les pistes? Vous voulez dire que certains patients peuvent, du fait de la chimiothérapie ou de certaines maladies, avoir un déficit Oui, immunitaire. mais, oui, Hein? mais en dehors de cela, je veux dire, on peut, comme ça, de façon générale, D'accord. Globalement, dans la vie, Ouais, c'est très booster, simple. voilà, on peut booster avoir son une immunité pour tuer les cellules cancéreuses Voilà, quand elles arrivent, Alors, spontanément. On il peut y a présenter trois une choses déficience importantes. Avoir une immunitaire. activité physique, hein, Oui. ça renforce le système immunitaire. Oui. Manger une alimentation diversifiée, non excessive et non exclusive. Je pense que c'est la table ronde d'avant. Hein. N'oubliez pas les vaccinations. Ça protège contre certains cancers, hein, notamment le papillomavirus. Vous voyez, vous avez 3 actions très très simples qui ne coûteraient pas grand-chose à notre société, qui sont assez efficaces. Et bien sûr, pas fumer et pas boire. Et Mais puis, ça, c'est tellement évident. et puis faire du dépistage précoce pour tous les Exactement. cancers qu'on peut dépister. 5 actions. Formidable. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Alors, très bien, madame. Bonjour, donc, je m'appelle Christine Hainaut, je suis la maman de Clara qui a eu une leucémie lymphoblastique type T en 2014, sportive de haut niveau, on mangeait quasiment bio que des plats préparés. Donc moi ce que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, ça a été un traitement lourd et surtout on a parlé tout à l'heure aussi des effets secondaires. Elle a aujourd'hui une prothèse de hanche, 2 genoux nécrosés, les gencives qui se nécrosent. Donc, on a le bénéfice-risque. Enfin, je veux dire, elle a été merveilleusement bien soignée. La première chose que je me suis dit au bout d'une semaine, c'est j'ai vraiment de la chance d'habiter en France. On a vraiment de la chance d'être en France parce que, effectivement, même si on a eu des coûts, même si j'ai dû arrêter de travailler, ma fille a été soignée au même titre que tout le monde. Elle a reçu, je pense qu'en 3 mois, j'aurais pas eu assez d'argent que de la soigner pendant 3 mois et après elle serait sûrement décédée. Donc je veux dire, on a énormément de chance, mais on a encore énormément de soins, je pense, qui sont invasifs. Et c'est l'après qui est vraiment extrêmement difficile parce qu'on nous a lâchés dans la nature en nous disant maintenant tout va bien, la vie est belle. La vie est belle, ma fille est en 3e année d'infocom à Polva et c'est extraordinaire avec tout ce qu'elle vit. Mais voilà, l'accès aux soins, on a vraiment de la chance et on a vraiment des conséquences qui peuvent aussi être nocives et c'est difficile. Merci pour ce Merci. témoignage. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier cette dame de ce témoignage qui est extraordinaire et qui est à la fois optimiste, mais souligne aussi les difficultés qui reste à des faire. Les patients. défis. Et je soulignerai 2 choses dans la table ronde d'aujourd'hui. La première, c'est que cette jeune patiente avait une leucémie aiguë lymphoblastique, dont on sait qu'on guérit plus de 90% des patients avec de la chimiothérapie, et que donc aujourd'hui, ce n'est pas vers ces patients-là qu'on va se tourner en priorité pour l'accès à des nouveaux médicaments. Et ça constitue un vrai enjeu, je trouve, de nos institutions, des industriels, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, je m'excuse du terme, mais d'abord aux patients qui sont dans des besoins médicaux très importants. Et la deuxième chose qui m'apparaît essentielle, c'est l'après-cancer que vous évoquez, qui est aujourd'hui absolument déserté par le monde médical, quel qu'il soit, absolument déserté par notre société. Il est grand temps de réfléchir à des maisons de l'après-cancer pour traiter les effets secondaires, la fatigue que tout le monde décrit et que personne ne prend en compte. Même moi, je dis, je ne sais pas pourquoi vous êtes fatigué. D'accord ? Et tous les aspects sociaux. Parce que comme on disait tout à l'heure, une population en bonne santé, c'est de l'économie. Ça veut dire qu'on retourne au travail et qu'on a une vie. Et aujourd'hui, notre société n'est pas capable de construire tout ça. Donc l'après-cancer, c'est un vrai enjeu parce que tous ces investissements n'ont de sens que si, derrière, il y a une vie qui est construite dans l'intérêt du patient et de toute la communauté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très belle conclusion. On vous applaudit. C'était une table ronde optimiste.